Il s'équipe comme un CRS, un jour de manifestation à haut risque. 15 kilos de protection, qu'il enfile plusieurs fois par jour. À tout moment, avec des détenus qui sont violents, on peut être amené à intervenir. Il y a la rapidité et vraiment la confiance en ses collègues. Frédéric est surveillant dans l'une des prisons les plus sécuritaires de France. Il s'apprête à aller chercher un détenu potentiellement dangereux. Il y a quand même une concentration et se dire qu'il y a une vigilance à avoir. Mais après, voilà, c'est notre travail, on fait ça tranquillement. Surtout ne pas se mettre la pression. Voilà, ça se fait tout seul. Le détenu vient d'être transféré ici, dans le quartier d'isolement. C'est un braqueur multirécidiviste, condamné également pour une prise d'otage de surveillant et pour 3 tentatives. À chaque fois, une procédure de sécurité est mise en place. Un surveillant vérifie la position du prisonnier dans sa cellule, puis ouvre une première porte. Un autre agent est chargé de menotter le détenu. Et attend le signal pour pouvoir ouvrir la grille. Le bouclier sert à éviter d'éventuelles projections et à plaquer le détenu contre le mur en cas d'attaque. Le silence est de mise. Les agents communiquent par des gestes discrets. Le détenu va ensuite être présenté à la directrice. Pour cette première rencontre, elle tient à le recevoir dans un bureau. Bonjour, asseyez-vous. Un officier est présent pendant tout l'entretien. La porte n'est jamais fermée. La brigade du quartier d'isolement reste prête à intervenir en cas d'incident. Et alors, vous êtes ici pourquoi? Incarcéré, une fille? Oui. Pour des braquages de commerce et une évasion de la garde à vue. Cet entretien sert à évaluer la dangerosité du nouvel arrivant. La directrice lui annonce qu'il va rester à l'isolement quelque temps encore. Et vous avez 27 ans, mais vous avez déjà un joli palmarès quand même, hein, parce qu'une prise d'otage, 3 tentatives, vous avez fait les grosses centrales de France. Bon, vous comprenez que, voilà, moi j'expose pas mes personnels. Hein. La priorité ici, c'est la sécurité des personnels. C'est la sécurité des détenus, mais c'est la sécurité des personnels. L'homme est atteint de troubles psychiatriques importants. Est-ce que vous sentez venir les crises ou pas? Oui, oui, oui. Bon. Oui. Quand vous les sentez venir, qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors qu'auparavant, non, je peux venir. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il qu'il faut faire. Quand vous sentez venir le fait que vous n'êtes pas bien dans votre tête, soit que vous avez des voix, soit que je ne sais pas, mais en tout cas vous sentez qu'il y a une dégradation de votre état, tout de suite vous le dites aux agents. Les agents, ils sont casqués, ils sont boucliers, mais ils refuseront jamais de vous parler. Et c'est très important. Ouais. Ça évite les prises d'otages. Allez, on y va? On va aller, madame Leblanc. Bon courage. Au revoir. Je vous serre pas la main, vous êtes menotté alors. Des surveillants en première ligne, dans l'une des prisons les plus sécuritaires de France. La maison centrale de Saint-Maur et ses 195 détenus. Des criminels condamnés à de longues peines, dont 20% de perpétuité. Entre ces murs sont passés Jean-Claude Roman, le faux médecin auteur d'un quintuple assassinat, ou encore Jamel Bégal, le mentor des terroristes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. L'établissement contient le plus grand quartier d'isolement français, 25 cellules. C'est là que sont placés pour une durée déterminée les détenus les plus dangereux. Pour les encadrer, 12 surveillants se relaient 24 heures sur 24. Ils sont tous volontaires. Les agressions sont rares, mais peuvent être très violentes. Il y a moins d'1 an, l'un des collègues de Frédéric s'est fait défigurer ici même. Le matin, quand vous passez à 7 h, même si vous avez une vigilance accrue, on ouvre la porte,
On regarde voir si le détenu est bien sûr présent, vivant. Et celui-ci, en fait, il a sorti une casserole d'eau bouillante. Il l'a lancé. Oui. Brûlé au 2e degré. Visage et un peu l'épaule. Le surveillant n'a toujours pas repris le travail. En tout, 4 agents ont été gravement blessés à Saint-Maur l'an dernier. Des attaques brutales, comme la fois où un détenu s'est jeté sur un surveillant avec une fourchette, avant d'être maîtrisé au sol. Ou quand une discussion banale à première vue a mal tourné. Les surveillants ne portent jamais d'armes pour éviter qu'elles ne soient subtilisées. Face à la violence, ils n'ont qu'un sifflet et des menottes. Pour limiter les risques d'agression, les détenus sont escortés à chaque déplacement. Le nouvel arrivant est conduit à la promenade. Les prisonniers s'y rendent un par un. Comme il est soumis à un régime d'isolement strict, il n'a le droit qu'à 1 heure d'exercice par jour, contre 2 fois 1 heure pour les autres détenus. C'est bien. Ah, je fais les chips aujourd'hui. À la sortie de la promenade, un portique de sécurité. Cet homme est conduit dans une cellule équipée d'un téléphone. Il a droit à 1 coup de fil par jour et les conversations peuvent être écoutées. Le détenu et son interlocuteur en sont informés. Le chef de la détention nous emmène dans un lieu ultra confidentiel. Le bureau des écoutes. Donc il est naturellement fermé à clé. Ouais. Là, l'agent est en train de contrôler une communication téléphonique. Donc il y a différentes priorités. Il y a des communications qu'on écoute en permanence, d'autres qu'on écoute plus tard. Et en tous les cas, elles sont toutes enregistrées. Le surveillant prend des notes. Il est attentif à l'état psychique du détenu pour prévenir les risques suicidaires. Et relève tout élément susceptible de mettre en péril le personnel ou les autres prisonniers. Si j'entends un détenu dire on parlera d'un autre détenu, celui-là il m'énerve, je vais le planter. Bon, bah, évidemment, je préviens le collègue qui est à l'étage de ce qu'il est en train de dire au téléphone. S'il parle d'évasion, s'il rentre en contact avec des personnes extérieures et cherche à se procurer par exemple des explosifs, des armes ou donner rendez-vous, évidemment ça sera signalé également. Ça nous a permis de découvrir des trafics, voir du cambriolage, voir des braquages, où il y a pas, récemment la sécurité intérieure de l'État sur des affaires de terrorisme. À partir de ces renseignements, les criminels sont classés en fonction de leur dangerosité. Parmi les personnes particulièrement surveillées, les radicalisés. Ce matin-là, la cellule de l'un d'eux doit être fouillée. Bonjour. Je fais une fouille de cellule. Il est 7 heures. Les agents réveillent le détenu. Même pas habillé, attendez. On dit de nous fouiller il n'y a même pas 3 semaines. L'homme est conduit à la douche, le temps de l'inspection. Ce détenu n'a pas été condamné pour des faits de terrorisme, mais il s'est radicalisé en prison. Vous n'allez pas vous en arrêter à l'heure. Vous allez où? Droit dans le mur. Ouais. Avec eux. Ouais. Vous allez voir. Ça va faire bam. Pendant qu'une équipe va procéder à la palpation du détenu, une autre va contrôler sa cellule. Toutes ces affaires sont emballées et seront passées au rayon X. On va refaire un carton pour mettre les affaires de cuisine, les ustensiles de cuisine. Chaque recoin est inspecté. Les agents cherchent de la drogue, des téléphones ou encore ceux qui pourraient servir d'armes artisanales. Ah, vous voyez, ça c'est des vis de meubles. Et normalement, ils n'ont pas d'outils pour les défaire. Mais il a réussi à les défaire. Et ça peut être utilisé
À plein de choses. Ils peuvent le limer pour en faire une pointe, le fixer ou le mettre entre les doigts pour piquer quelqu'un. Tu mets ça de côté pour le service technique. On vérifiera ce qu'il a de bougé comme meuble. S'ils redoublent de vigilance, c'est qu'ils sont devenus une cible d'attentats terroristes. Ces 3 dernières années, les surveillants ont été visés à 2 reprises sur leur lieu de travail. Celui qui vit ici est connu pour son prosélytisme. Les agents cherchent à savoir comment il communique avec les autres prisonniers. Ils vérifient qu'il n'y a rien de caché sur les bords, partout où ils peuvent cacher quelque chose. Et en général, ils essayent de les écarter et ils font ce qu'on appelle des yo-yo. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils prennent des bandelettes de tissu pour communiquer avec les cellules aux alentours. Ils se lancent des objets comme ça par cet intermédiaire. Ces morceaux de drap seront détruits. Ici, 4 détenus sont incarcérés pour des faits de terrorisme. Une quinzaine signalés comme radicalisés, soit 10% de la population carcérale de Saint-Maur. Un fléau auquel tous les surveillants sont confrontés. Il est 20h. Ricardo entame sa ronde de nuit au quartier d'isolement. Il est interpellé par un détenu, suivi pour radicalisation. Ça va? Bon. Si Ricardo sourit, c'est qu'il est habitué aux provocations de ce jeune homme. Pour lui, il est important de maintenir le contact. Tu as eu 2 passages ici. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Dont un passage ça s'est très mal passé. Mais souvent, on peut pas me dire il y a 6 ans ce qui s'est passé il y a 6 ans. On est en 2019, allô? Oui, mais ça s'oublie pas. C'est dans ton dossier. Eh, mais dans mon dossier, on parle de radicalisation. Moi, j'ai aucun fait terroriste. Au départ, le délinquant est tombé pour des faits de droit commun. En prison, il s'est converti à l'idéologie islamiste pour s'intégrer. Il a trouvé un appui auprès de ceux qu'on appelle ici les barbus. Beaucoup des détenus arrivent ici et sont isolés, comme je l'ai dit au quartier arrivant. Ils arrivent, ils sont isolés, donc quand je dis isolés, pas de copains, ils ne savent pas où ils sont, la famille est loin, donc effectivement, ils vont chercher à appartenir à un groupe. Pour avoir des repères, pour être appréciés, et donc ils vont choisir des fois le mauvais groupe. Son travail, c'est aussi d'observer le comportement de ce type de détenus. 2 cellules plus loin, une musique attire son attention. Donc là, il écoute un chant religieux. Je peux en référer au premier surveillant. Mais ce détenu-là, on sait déjà qu'il est radicalisé. Par contre, s'il faisait l'appel à la prière et qu'il incitait les autres, donc d'autres détenus musulmans, à prier avec lui, effectivement, là, il y a volonté d'inclure les autres dans ses idées, dans ses pensées. Voilà. Ces informations peuvent être remontées au service du renseignement pénitentiaire, chargé de centraliser les données au niveau national. L'arme du surveillant pour lutter contre le prosélytisme ou la radicalisation, c'est l'observation. C'est d'être en capacité d'observer les regroupements entre les personnes détenues, comment est-ce qu'il va se comporter avec des surveillantes femmes ou des professeurs femmes. Notre seule arme, mais elle est efficace, c'est l'observation. Des surveillants sur le qui-vive. Ils sont 216 à travailler dans l'établissement, dont 35 femmes. Parmi elles, Amélia, 33 ans. Il est 6h45. Elle prend son service. C'est 11. C'est 12. C'est 21. C'est 22. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci. Ce matin, Amélia est affectée au bâtiment C31. Bonjour. Oui. Sa première mission, ouvrir aux travailleurs. Bonjour. Ce qui l'a attiré dans ce métier,
C'est d'abord la sécurité de l'emploi, mais aussi la rigueur et l'uniforme. J'ai passé le concours, j'ai vu que j'avais eu l'écrit, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, j'ai vu que j'ai passé les étapes, l'oral, le sport. Après, on a effectué des stages. Les stages m'ont bien plu et je me suis dit pourquoi pas. J'ai personne moi dans la pénitentiaire, je connaissais personne et ça m'a plu. Puis voilà, je suis là, c'est bientôt 9 ans. Allez, bon courage. Elle envoie les détenus aux ateliers. Seuls ceux dont la détention se déroule sans incident ont le droit d'y travailler, soit 40% de la population carcérale. Ces hommes touchent un petit salaire, de quoi améliorer le quotidien. Et dans cet univers très masculin, il faut savoir s'imposer. Hop. J'ai vu une lettre de service Pour ça. Pour ça, et vous savez que vous devez attendre, non? Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut surtout pas leur laisser penser qu'ils peuvent abuser avec nous, se permettre de certaines choses parce qu'on est des femmes. Il faut surtout pas leur laisser penser ça une seule seconde. Amélia travaille 13 heures par jour, par roulement, 2 jours et 1 nuit, suivi de 48 heures de repos, pour 1 840 € net par mois, prime comprise. C'est pitoyable. Faut le dire, faut être clair. Hein. On est très mal payé, donc bon, on risque tous les jours de se faire agresser, il ne faut pas l'oublier. Et on est quand même la 3e force publique de sécurité et on n'est pas considéré. On n'est pas considéré, pas du tout. On est les oubliés, il ne faut pas qu'on parle de nous. Mais si elle tient le coup, c'est aussi parce qu'Amélia a un rôle inattendu. Elle est l'une des 16 volontaires de l'unité B11, un quartier dédié aux détenus atteints de troubles psychotiques. Ici, des cellules ont été transformées en ménagerie. Et là, donc, on a une cellule exprès pour notre petit lapin de l'unité, qu'on a appelé Buzz. Un lapin pour apaiser les détenus sociopathes et schizophrènes. Alors, Buzz, tu te caches? Mais aussi un aquarium et des jeux de société. Vous commencez que? Ouais. Je peux jouer avec vous? Bien sûr. Allez. Le dispositif, inédit en France, a été mis en place à l'initiative des surveillants il y a 2 ans. L'objectif, sortir les 14 détenus les plus vulnérables de leur isolement. Moi, tu vas aller marcher aujourd'hui? Ouais. Tu vas descendre. À 9h45, tu descends? Oui, mais ils peuvent aller au terrain de sport. Si tu arrives à y aller tous les jours, aller marcher un peu. Souvent, on les appelait des grottiers parce que leur cellule était comparée à une grotte. C'était un peu des ermites dans leur grotte qui ne sortaient que pour prendre leur repas ou éventuellement aller à la douche. Et ils restaient dans leur cellule. En détention classique, ces prisonniers fragiles étaient victimes de raquettes de la part des autres détenus. Ici, ils réapprennent à communiquer au contact des surveillants. Ça nous valorise, hein, nous, déjà, dans notre travail. On n'est pas un porte-clés, on ne fait pas que ouvrir et fermer, on n'est pas que dans la répression non plus. Donc c'est vrai que ça nous valorise. Et franchement, moi, quand je vois les évolutions entre le début des détenus, quand ils sont arrivés, et là, maintenant, 2 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, au moins, on ne fait pas ça pour rien. Ça marche, il y a un sens. Dans le milieu carcéral, 8 détenus sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique. On pallie un manque sur l'établissement et sur beaucoup d'établissements qui existent parce que le médical disparaît au fur et à mesure et on récupère de plus en plus de populations avec de lourdes pathologies et moins de moyens. Sans compter les détenus qui meurent en prison. Certains, séniles, ne sortent même plus de leurs cellules médicalisées. Une charge supplémentaire pour les agents pénitentiaires qui doivent aussi gérer les rixes entre prisonniers. 3 jours avant notre tournage, les surveillants sont appelés en renfort au bâtiment C22. Dans une cellule au fond du couloir, 2 détenus se sont battus à coups de poing. L'un des 2, blessé au visage,
est emmené aux urgences. Les deux hommes vont ensuite comparaître devant la commission disciplinaire de l'établissement. C'est une sorte de tribunal, présidé ce jour-là par la directrice adjointe, assistée d'un surveillant. Le blessé est entendu le premier. Il déclare avoir reçu plusieurs coups de la part de l'autre détenu. Bonjour. L'agresseur présumé ne donne pas la même version. Je l'ai agrippé. Et on alors ça se passe où? Dans sa cellule. Dans sa cellule, on est d'accord. Je l'ai agrippé et en s'agrippant, il y a deux autres détenus qui sont venus et on est tombé par terre. Mais ils ne voulaient pas me lâcher. Donc vous prétendez ne pas avoir porté de coup à monsieur qu'il se serait blessé simplement, entre guillemets, en tombant. Et en rebondissant, alors, parce qu'il a plusieurs coups, plusieurs blessures, pas toutes du même côté. Vous savez, une cellule, c'est très, très petit, donc il y a la table, il y a le lit, il y a un peu partout, vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Moi, je suis sceptique sur vos déclarations, monsieur. Vraiment, vraiment. Voilà. Une chute, voilà. Mais c'est quand même vous qui entrez dans sa cellule, monsieur. Chaque détenu est défendu par un avocat commis d'office. Le résultat, il est devant vous. Le résultat, il est sur la photo que vous avez sur le certificat médical. Monsieur présente des marques d'une violence extrême qui se solde... Et après 1 heure de délibération, la commission rend sa décision. Le blessé est relaxé, l'autre détenu condamné. La commission de discipline a délibéré, vous êtes sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire. Autrement dit, 1 mois de mitard, la plus lourde des sanctions disciplinaires. Vous voulez que me sanctionner là? On va se mettre dans la religion à fond maintenant. Je ne m'accepterai plus rien de l'injuste. Je ne parlerai plus avec vous. Oui, mais monsieur, vous pouvez sortir l'intéressé. Le détenu est conduit au quartier disciplinaire. Il sera à l'isolement total et ne pourra sortir de sa cellule qu'1 heure par jour.